Euh, Isabelle Werenfels, le point de vue, le regard de l'Europe sur à la fois sur la situation algérienne, mais aussi sur ce mouvement depuis 2 ans. Euh, il y a à la fois une fascination et quelques craintes. Oui, merci. C'est toujours difficile de parler de l'Europe. Nous savons tous, il y a l'Union européenne, puis il y a les Français qui jouent un rôle dominant quand il s'agit de l'Algérie. Il y a les pays plutôt de l'Europe du Nord qui se penchent plus sur les droits de l'homme, etc. Mais ayant dit ça, je pense qu'il y a des parallèles en vue des réactions. Je voudrais bien commencer avec une observation. J'ai remarqué hier qu'il n'avait presque pas de communiqué, rien sur l'anniversaire du Irak. Et je dirais que le Irak n'est plus sur le radar des officiels européens, sauf peut-être un peu en France. Macron l'a mentionné dans son téléphone avec Tebboune, mais l'Union européenne qui a sorti son communiqué sur la grâce présidentielle. Moi, je n'ai pas encore vu quelque chose sur l'anniversaire. Les Allemands n'ont rien publié, etc. Alors, je voudrais bien un peu partager comment je vois que ça a évolué les dernières 2 années et pourquoi et où je pense que comment je dirais que le Irak a aussi joué un rôle pour le faire plus difficile pour les Européens de montrer la solidarité avec le Irak. Mais d'abord, je voudrais bien dire que je base mes observations sur des entretiens avec des officiels, sur les communiqués officiels, mais aussi ce que j'entends dans les corridors ou dans des discussions informelles avec des officiels européens de plusieurs pays. Alors, ce que je vois les dernières 2 années, c'est une évolution d'une perplexité totale, le 22 février 2019, un enthousiasme énorme avec beaucoup d'idées et des sympathies, puis une paralyse, quoi faire, et une impatience en même temps que les choses ne vont pas dans la direction connue, je vais y retourner, et puis un retour, et je dirais assez vite, déjà en 2019, avant les présidentielles, beaucoup avant les présidentielles, au politics as normal, avec l'Algérie, et en faisant ça, un certain soutien au système en place. Alors, qu'est-ce qu'on avait avant 2000 comme perception avant 2019? On avait le discours en Europe était un pays en stagnation totale, un système dépassé, une élite sclérotique et une société dépolitisée et traumatisée. Et soudainement, on avait cette explosion d'une manière phénoménale, je ne dois pas le décrire, pacifique, créative, la volonté de reconstruire l'Algérie sur des complètement nouvelles bases. Et l'espoir était immense et il avait beaucoup d'idées qui flottaient, qui circulaient, des choses qu'on voulait faire. Et en même temps, je pense que les Européens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas seulement un régime, qu'ils avaient des difficultés à lire, mais aussi un mouvement qu'ils ne pouvaient pas lire. Et là, ça c'est un problème, je pense, de la politique européenne, peut-être aussi du RAC, mais surtout de la politique, qu'on a peur de l'inconnu et on veut des processus qu'on connaît. Processus qu'on connaît, ça veut dire des élections. On aime beaucoup les élections, même si le contexte n'est pas bon pour les élections. Je me souviens que l'annulation des élections du 4 juillet, alors ça a soulevé de l'inquiétude, beaucoup, chez les hommes politiques européens. Et donc, et ce aussi, un autre truc, ce que moi je trouvais génial, que le Irak était vu que par les yeux des Algériens, ça inquiétait les Européens. Les officiels, les étrangers à Alger avaient peur de sortir dans la rue, de regarder ce qui se passait, parce que
à cause de règlements du pouvoir vis-à-vis des étrangers, bouger, déplacer, etc., qui était très difficile. Puis, je pense aussi que les officiels européens, s'il n'y a pas la BBC, la CNN, même Jazeera, qui montrent les images, ils se méfient des chiffres. J'ai eu des discussions incroyables avec des officiels de différents pays sur combien de personnes étaient dans les démonstrations. Si les Algériens disaient 10 millions, peut-être exagéré, il y avait des officiels européens qui disaient quelques dizaines de milliers. Alors, il avait vraiment un clivage énorme entre ces perceptions. Puis, il avait le mouvement, on l'avait déjà entendu par Amel et des autres, sans leader, sans plan clair, sans structure claire. Alors, on était perdu et paralysé. Mais je pense, et en arrière-tête, on avait le désillusionnement avec ce qui se passait après 2011 dans d'autres pays qui avaient de la révolution. Ça veut dire les échecs politiques, la violence, la déstabilisation, la peur de l'islam politique en Europe, plutôt en France que dans d'autres pays, des réfugiés en Allemagne et de la migration. Alors tout ça a joué. Mais je pense le facteur le plus important, et Akram Belkaïd a déjà soulevé la souveraineté. Le sens de souveraineté et de la peur de l'ingérence de l'extérieur qui existe aussi dans le Irak. Je ne dis pas dans toutes les franges de l'Irak, mais on voyait ça avec les déclarations, les résolutions du Parlement européen, qu'il avait des réactions très, très hostiles, que c'est l'ingérence, même des gens qui se disaient proches du mouvement du Irak. Alors, il avait une paralysie. On ne savait pas comment montrer la solidarité. On ne savait pas si la solidarité était voulue ou pas. Là, je voyais vraiment un problème. Et par exemple, dans les cas de Mati Monjib au Maroc, Omar Radi, il avait beaucoup plus de soutien international parce qu'il n'avait pas la peur. Et moi, je ne partage pas cette peur vraiment, mais j'ai remarqué, on m'a demandé des noms pour un prix journaliste liberté en Allemagne, liberté d'expression des journalistes courageux. J'ai pensé immédiatement à Khaled Drarni, mais c'était avant le procès et je me suis dit, est-ce que ça peut être instrumentalisé par le régime? Est-ce que ça peut être perçu comme avoir des répercussions négatives? Alors, je n'ai pas proposé ce nom. Et donc, on voit que là, il y a aussi au Soudan et en Tunisie, il y avait l'impression, ou les Européens avaient l'impression que la solidarité, le soutien était voulu, en Algérie pas. Et comme chercheur, moi, je trouve que c'est super intéressant d'avoir un mouvement qui ne veut pas qu'il y a de l'influence de l'extérieur, etc. Mais il se pose des questions, peut-être on peut retourner à ça. Est-ce qu'on doit communiquer avec l'extérieur? Comment faire ces relations avec l'extérieur pour pour que le régime ne devienne pas plus fort à cause d'une perte de l'extérieur vis-à-vis un soulèvement, vis-à-vis un mouvement avec comment est-ce qu'on dit, des revendications importantes, légitimes, etc. Alors, j'ai essayé un peu de montrer Est-ce qu'on comment... peut, pardon, je Pardon, vous oui, interromps. pardon. Et je suis désolée pour mon français. Non, 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 C'est un c'était grand parfait. désavantage C'est ici. parfait, mais avant de vous laisser continuer. On parle maintenant de la perception de l'étranger vis-à-vis le Irak, vis-à-vis le régime et les politiques. Mais il y a aussi la question qui m'a beaucoup préoccupée, pourquoi le Irak était, comment est-ce qu'on dit, pas désintéressé, mais ne regardait pas vers l'extérieur, vers les expériences du Soudan, de l'Amérique latine, de la Tunisie. Il avait très peu de discours, ou moi je les voyais très peu, peut-être ils en avaient,
sur des différents modèles de transition, des expériences. Même en Europe de l'Est, on sait que là, le large cadre était différent parce qu'on avait l'adhésion à l'Union européenne comme perspective et moteur. Mais ça c'était une question que je me posais toujours. Pourquoi tellement peu d'intérêt? Et là, je pense, comme le sens de souveraineté, là, on n'a pas encore fait la rupture avec la culture politique générale, qui est un peu une culture de on fait tout soi-même, que tu as très bien expliqué, Louisa, avec l'expérience historique. Et là, je pense, c'est un des points où je ne vois pas encore la rupture. Je vois beaucoup de ruptures avec l'existence dans ce que exprime le Irak, mais là, pas. Pardon. Akram? Oui. Merci. Alors, Isabelle, je vous avais interrompu tout à l'heure dans votre raisonnement, mais c'était intéressant de faire cette digression par l'ingérence extérieure, mais je vous repasse la parole pour poursuivre sur ce regard européen et ces ambiguïtés ou ces embarras de l'Europe. Oui, je peux être très courte. Je peux dire que quand il s'agit, je pense maintenant, c'est comme ce qu'on dit, une supposition, mais je pense qu'il y a des différences en termes de ce qu'on veut voir comme fin de la transformation en Algérie en Europe. Et là, la France, je suis assez certaine, comme l'a dit Louisa, et je pense aussi à Kader Abdelrahim, que la France a le plus peur du changement à cause de son attitude qu'on voit dans tous les discours, et que ça me choque comme quelqu'un qui n'est pas française et qui va de l'extérieur, qui est tellement paternaliste. Qu'on parle de la maturité d'un peuple et on est la nation qui a colonisé ce peuple. Pour moi, ça c'est un langage vraiment complètement déplacé. Mais si on parle maintenant d'autres pays que je connais aussi, soit la Suisse, les pays scandinaves, l'Hollande, la Belgique, d'autres pays européens et l'Allemagne surtout, je pense qu'il y a un grand dilemme. On veut des réformes profondes, on veut soutenir, j'ai déjà expliqué pourquoi c'est tellement difficile, mais on n'est pas prêt à payer le prix d'y arriver. Ça veut dire une certaine déstabilisation, une longue durée. On est impatient. Avec la Tunisie, on a vu ça dès le début, le processus de la constituante qui a duré plus long, qui aboutissait à une constitution très bonne, mais on n'était pas dans le schedule, l'horaire qu'on avait prévu et tous devenaient nerveux. Maintenant, donc, et là, je pense, la conclusion maintenant est qu'on veut croire au narratif de la nouvelle Algérie qui vient du régime. Et ça, c'est la tendance que je vois, que chaque petit pas, la grâce des politiques, des prisonniers politiques, on veut voir le positif et on veut croire dans une transition qui est faite dans l'eau parce qu'on ne croit pas dans la transition qui est faite d'en bas où on a peur de cette transition. Et là, ça vraiment, je pense que, Louisa, l'interaction, expliquer le Irak, c'est tellement important, et expliquer le Irak pour des chancelleries étrangères, pour de faire transparent les discussions dans le Irak. Il y a aussi une autre dimension qui est la dimension économique. Alors, il y a des intérêts économiques de tous les pays européens en Algérie. Et je pense que c'est toi ou c'est Akram qui l'a déjà dit que le Irak n'est pas un think tank économique, mais autour, il y a Nabni et d'autres, CARE, etc. CARE peut-être pas dans l'Irak, mais il y a des think tanks qui réfléchissent. Mais les Allemands, par exemple, ils sont tellement choqués par ce qui s'est passé avec Sovac. Et on peut dire la lutte contre la corruption, c'est très bon, mais en même temps, la peur des règlements de compte, la peur de se mettre sur le mauvais cheval, la peur de casser tout ça, c'est super présent. Et puis, on voit un mouvement dont on ne connaît pas
la vision économique. Et j'oserais dire que c'est très, très divisé concernant, comme le régime est aussi divisé, concernant le chemin qu'on devrait prendre. Si on va plus libéralisation, entre guillemets, prudente, ou si on va vers plus de protectionnisme, encore l'expériment qu'on a fait dans le passé. Et je pense que de plus en plus, ça c'est une minorité, Akram le sait beaucoup mieux que moi, mais il y a, je vois juste à maintenant ces luttes et de là l'incohérence dans les politiques, parce qu'on n'a pas choisi dans quelle direction on veut aller et on se met autour d'un projet. Alors là, je pense, la vue de l'extérieur, c'est aussi une peur de encore un prolongement de ne pas prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se met sur ce cheval qui s'appelle Tebboune et on pense que peut-être, avec des mini-réformes, quelque chose va aboutir, on ne va pas avoir la déstabilisation et tout le monde va être content. La grande inconnue pour moi au moment, ce sont les États-Unis avec leur nouveau Summit for Democracy, avec un impetus qu'on connaît du passé et qu'on doit être très méfiant parce qu'on sait à quoi ça aboutit en Irak et autre part. Mais je pense que là, on pourrait voir peut-être une nouvelle coalition de soutien, mais là, je pense qu'on doit être très prudent parce que si ça va dans ce qu'on connaît du passé, ça peut être très, très négatif pour la région, mais quelque chose pourrait se passer. Vous avez évoqué en passant la question de l'islam politique. Est-ce que c'est uniquement les Français avec leur obsession du moment, ou est-ce que c'est une crainte plus répandue en Europe de se dire qu'à la fin, c'est l'islam politique qui récupérera la mise, comme ça a pu se passer ailleurs? Là, je vois aussi une évolution qui est plutôt vers le négatif. Après 2011, en Allemagne surtout, on s'est dit, ceux qui sont élus légitimement, et on a vu ça en Tunisie, ceux on va accepter, et s'ils jouent selon les règles du jeu démocratique, ils peuvent être, ça peut être un parti islamiste, un parti nationaliste, séculaire, libéral, on ne sait pas. Mais là, on avait pendant beaucoup d'années cette position. Je vois qu'on la défend ici en Allemagne encore vis-à-vis de la Tunisie, donc quelques autres pays, mais en ce qui concerne les autres pays de la région, on est devenu plus conservateur dans ce sens et plus influencé par le discours anti-frères musulmans qui était dans toute la région depuis 2013, que Sisi a promu avec assez de succès aussi en Europe. Et les questions qui viennent vers moi des différentes sources sont beaucoup de questions sur Rachad, par exemple. Qu'est-ce que c'est Rachad? Et je suis toujours étonnée chaque fois que je suis en Algérie, et je n'étais pas depuis le Covid et le Hirak parce que je n'ai pas eu de visa, on m'a toujours demandé qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les islamistes, est-ce qu'ils sont forts? Et on inventé les matrali, etc., des mouvements, pas inventés, mais on donnait beaucoup de poids à des mouvements que moi, je ne voyais pas. Mais je pense un problème de l'extérieur, et ça, c'est des chercheurs ainsi que des officiels, on n'a pas accès au terrain. Et même en Algérie, il y a très peu de recherche de terrain, de sondage, parce que c'est très difficile aussi pour les chercheurs algériens, si je comprends bien, de faire pour les anthropologues, pour les sociologues, de vraiment travailler. Donc, on a aussi raté ces changements immenses de société. Et on s'est rendu compte, en début 2019, qu'on a raté tout ça. Alors là, il y a un grand inconnu et Amal vient de constituer ce think tank. Louisa, toi aussi, ce think tank qui veut se pencher plus sur ces questions. Et je pense que c'est très, très important parce que des données, on peut partir beaucoup plus mieux pour expliquer
quelles sont les tendances dans la société. On a déjà vu que Kader et Louisa ne sont pas forcément d'accord sur la nature globale du Hirak. Alors, je pense, non, si on a plus de données, et moi je ne suis pas quelqu'un qui a trop de confiance dans le quantitatif, mais quelques sondages faits par des Algériens et pas forcément par téléphone, par Arab Barometer à Princeton, pourraient être très, très utiles pour comprendre un peu mieux si le conservatisme qu'il y a, je pense, dans la société algérienne et la religiosité dans le quotidien, si c'est plutôt privé, politisé, si c'est politisé, dans quelle direction. Mais moi, je n'oserais pas dire que l'islam politique constitue vraiment une menace en Algérie, mais je sais qu'il y a ce ghost qui émane de l'ambassade ou des Français, je pense, en Algérie, mais qui inquiète les autres qui ont encore moins de données. Merci. Alors, Hasni, Akram, et puis peut-être Louisa après. C'est juste une réponse à Isabelle. Malheureusement, on a invité Nasser Djabi, qui est sociologue. Et Nasser Djabi, il était justement attendu sur ce thème-là, c'est-à-dire la sociologie du Hirak. Il a réussi même à nous faire, lors de mes visites à Alger, une topographie même des marcheurs dans les différents quartiers d'Alger. Nous regrettons beaucoup son absence en raison vraiment des problèmes techniques de connexion. Il a essayé de se connecter depuis 10 heures, il n'a pas pu. Mais c'est vrai qu'on est tout à fait conscient de l'importance un peu de faire cette identification d'abord des acteurs, des marcheurs, mais aussi du Hirak, la sociologie démographique, un peu les compositions, les classes sociales, dans quelle ville, dans quel quartier. C'est vrai que c'est un sujet important et j'espère qu'on aura l'occasion de parler avec Nasser lors peut-être notre événement. Merci. Isabelle? Je ne pourrais pas être plus d'accord avec Hasni. Et quand même, on peut voir les pièges potentiels dans des transitions, dans d'autres modèles. Et là, j'ai une question. Je trouve c'est fascinant ce que tu as décrit, Louisa, la contestation continuant des concessions pas en pas. Mais je me pose une question. Est-ce qu'on pourrait avoir un scénario où on arrive à une démocratie formelle, des institutions démocratiques, mais des réseaux économiques qui restent les mêmes et qui font que le pays ne démarre pas parce qu'on n'arrive pas à comment est-ce qu'on déconstruire cette économie rentière ou ce qui reste de l'économie rentière informelle de ces réseaux qui ont des monopoles dans certains domaines. Et puis, on a une situation potentiellement, qu'on a en Tunisie, où on voit les anciens réseaux économiques qui empêchent un certain démarrement du secteur privé. Et on voit aussi que la situation économique, quand la démocratie doesn't deliver, comment est-ce qu'on dit, ne fournit pas une situation des perspectives économiques pour la population, que la confiance dans cette démocratie se baisse. Et on voit ça vraiment en Tunisie maintenant, dans tous les sondages, avec tous les conscients des sondages. Alors, je me pose la question, si c'est un chemin très, très long, ça doit être vraiment accompagné d'une transformation économique profonde et la déconstruction de ces réseaux. Et là, je pense que c'est plus dur que l'armée. Et là, la question des garanties pour les acteurs, la question des amnesties, qui sont des questions très, très contentieuses, on a vu en Tunisie, on voit d'autre part, vont se poser, je pense. Et comment adresser ça? À quel point? Pour ne pas avoir un système démocratique avec une économie qui détruit ou qui ne donne pas de crédibilité à ce système.